Tariq, vous êtes spécialiste en chirurgie générale et en oncologie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Est-ce qu'on a réellement aujourd'hui un retard dans le diagnostic? Vous qui êtes chirurgien, vous voyez, j'imagine, les personnes arriver peut-être dans un stade assez avancé. Est-ce qu'on souffre réellement d'un retard de diagnostic dans cette pathologie? Merci pour cette question. Effectivement, en chirurgie, nous recevons malheureusement des patients qui arrivent à un stade localement assez avancé. D'accord, voire à un stade compliqué, et malgré l'émergence de thérapeutiques nouvelles, les cancers colorectaux ne sont pas de nos jours l'apanage uniquement du chirurgien, mais de plusieurs armes thérapeutiques telles que celle de l'oncologie médicale, de la radiothérapie, et d'où l'intérêt des concertations multidisciplinaires. Et malgré le développement de ces différents domaines, malheureusement, la chirurgie, si elle va cibler des lésions assez avancées, les résultats pourraient être décevants. Les symptômes, on ne peut pas vraiment parler, je le disais d'ailleurs en préambule tout à l'heure, qu'on ne peut pas vraiment parler de symptômes spécifiques. Souvent, ils paraissent comme étant des symptômes d'une grande banalité. Est-ce qu'il y a des symptômes dans le cancer colorectal, ou quand il y a des symptômes, c'est déjà trop tard? Moi, je préfère diviser les symptômes des cancers coliques et ceux du cancer du rectum. En matière des cancers du côlon, généralement, c'est des symptômes banaux. Ça, c'est pour dire que le cancer touche en fait deux parties du gros intestin, digestif différents, malgré que les facteurs favorisants, qu'ils soient héréditaires ou autres, ou environnementaux, sont les mêmes. En matière de symptômes et de traitement, ça diffère. Concernant les cancers coliques, le premier symptôme, c'est des douleurs abdominales qui sont vagues, très mal localisées, qui sont atypiques. Ça peut intéresser le cadre colique, donc périphérique, et associé à des troubles du transit, surtout une alternance de diarrhée et de constipation. On peut également observer à un stade avancé une voussure abdominale au niveau du ventre, c'est-à-dire une masse palpable témoignant d'une lésion assez avancée. Concernant les cancers du rectum, la localisation au niveau du rectum, le maître symptôme, c'est le saignement, c'est l'hémorragie. Même si il y a une hémorroïde expliquant cela, il faut toujours devant un saignement par le bas ou une selle imbibée de sang, penser au cancer du rectum en sachant que c'est le premier cancer digestif chez l'homme, et n'hésitez pas à aller consulter un généraliste pour bénéficier d'un toucher rectal. On peut avoir d'autres symptômes mais qui ne sont pas spécifiques. Mais là déjà, c'est pas très spécifique. Hein. Ça peut être. On peut confondre ces symptômes avec une colopathie fonctionnelle, par exemple. Absolument. C'est exactement les mêmes symptômes. Absolument. Devant un cancer du rectum, même un prurite, il faut faire un toucher rectal et il faut faire un examen endoscopique. Alors on fait le test de dépistage, on fait la coloscopie. C'est quoi la procédure pour le diagnostic, finalement? La procédure pour le diagnostic, d'abord devant cette panoplie de symptômes qu'on vient d'énumérer, des symptômes, des signes généraux, une fatigue, une anémie, des signes fonctionnels, une douleur abdominale, trouble du transit, puis il y a l'examen physique, la palpation du ventre, de l'abdomen, l'examen, le toucher rectal, qui fait partie intégrante d'un examen clinique bien conduit. Il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas que ça soit un tabou. Et à côté de cela, il faut passer directement à l'endoscopie digestive basse, ce qu'on appelle la colonoscopie ou la coloscopie. Elle permet de voir l'ensemble du tube du côlon
du rectum et du côlon, et elle permet également de faire des biopsies. Et actuellement, l'endoscopie est passée du stade diagnostique au stade interventionnel. Elle permet Elle est thérapeutique aussi. Elle est thérapeutique, elle permet d'enlever des polypes, et puis même s'ils sont dégénérés et que cette dégénérescence réponde à c'est des cancers vraiment au stade de début, le traitement pourrait s'arrêter à ce niveau. Quelle est la part des personnes qui arrivent en chirurgie, c'est-à-dire les personnes atteintes de cette maladie, si on doit donner un pourcentage? Un pourcentage, il est très élevé, il avoisine les 95%. D'accord, puisque la chirurgie demeure... Bon, avant, on disait que c'était la pierre angulaire. Le traitement de référence la pierre angulaire du traitement, mais maintenant, il faut être. Le cancéro-colorectal n'appartient plus aux chirurgiens. C'est toute une. C'est le domaine de la chirurgie, de l'oncologie médicale, de la radiothérapie et autres, de la multidisciplinarité. Il faut qu'on discute entre nous et tracer une feuille de route, mais la chirurgie, quand même, garde une Elle consiste en quoi, la chirurgie du cancer colorectal? On va amputer la personne d'une partie du côlon, c'est ça, en gros? Absolument. D'abord, les objectifs de cette chirurgie, puisque... C'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'image. On dit toujours que la chirurgie, le bistouri est le traitement de désespoir, malheureusement, mais peut-être c'est de l'espoir. Les objectifs sont de guérir le patient, de participer à la guérison de la maladie, en associant, en convergeant nos efforts avec nos collègues des autres spécialités, et d'assurer une qualité de la vie. Qualité de la vie, il faut essayer d'assurer un circuit digestif autant physiologique que possible. Donc, les méthodes chirurgicales, on peut réséquer, vous savez, il y a un côlon déporté sur la gauche et un côlon déporté sur la droite. Donc, on peut enlever un segment du côlon droit, du côlon gauche plutôt, d'accord, ce qu'on appelle une résection, une ablation partielle d'une partie du côlon gauche. On peut enlever la moitié du côlon, c'est-à-dire le côlon gauche ou le côlon droit, c'est l'hémicolectomie droite. On peut être appelé à pratiquer l'exérèse ou l'ablation de tout le cadre colique. Concernant de tout le côlon, et bien sûr, coûte que coûte, on essaye d'assurer une qualité de la vie. Est-ce qu'une stomie est inévitable, par exemple Non, justement. L'un des objectifs, c'est d'assurer une qualité de la vie en évitant la stomie. Maintenant, concernant le rectum, la problématique est différente. C'est plus compliqué. C'est une partie qui est très profonde dans le pelvis. Quand c'est le haut rectum, c'est-à-dire la partie du rectum qui se rapproche du côlon, bien sûr, la stomie est sûrement évitable, d'accord. On arrive quand même à réaliser des sutures et assurer un transit par voie naturelle. Maintenant, concernant le moyen rectum et le bas rectum, on commence d'abord par une radiochimiothérapie avant l'intervention préopératoire. Quand on a accès à la radiothérapie. Bien sûr, quand on a accès, malheureusement. Parce que ça, c'est une grosse problématique aussi. Une grosse problématique. Donc, radiochimiothérapie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une logique, j'imagine que dans la course pour la survie, on a peut-être tendance à occulter cet aspect. Est-ce qu'on essaye quand même aujourd'hui de se soucier, si je peux dire les choses comme ça, de la qualité de vie du malade? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Bien sûr, la qualité de vie, quand on opte pour une chirurgie ou pour une autre, voilà. Absolument. Bon, la chirurgie, c'est une chirurgie qui est très codifiée, qui est très lourde, et l'aspect psychologique également joue un rôle, d'où le rôle du psychologue en préopératoire, avant la chirurgie et en post, c'est-à-dire après l'intervention chirurgicale. Ça aide pour l'insertion socio-professionnelle des patients. Et les séquelles de cette chirurgie peuvent être physiques et psychiques, psychologiques. Donc la prise en charge, elle doit être multidisciplinaire. On a oublié tout à l'heure, on a omis de parler du rôle indéniable du psychologue. Et parfois même, c'est très important dans un cancer, d'une manière générale. Très important. Les patients, psychologiquement, surtout après une intervention chirurgicale,
il y a une période de floraison, les 3 à 4 premiers jours, mais après, le malade, quand il sort chez lui, au bout de 7 à 10 jours, il sombre dans une dépression. On termine sur la prévention, peut-être. Oui. Moi, je dirais que la meilleure prise en charge réside dans la prévention. Avoir une vie saine, une alimentation correcte, faire de l'activité physique, arrêter de fumer, c'est très important. Et également, le dépistage, c'est très important, puisque on arrive maintenant dans le monde à pratiquer le dépistage des cancers du sein et ceux colorectaux, malgré qu'il y a un problème d'adhésion, même en Europe, 33% seulement de la population adhère à la politique de dépistage. J'espère qu'en Algérie, on arrivera quand même assez tôt. La seule façon d'arriver à des diagnostics précoces avec un traitement optimal, c'est de traiter des lésions à un stade de début. Et je dirais que les cancers colorectaux restent quand même ceux qui ont le meilleur pronostic parmi les cancers du tube digestif et les cancers en général. Cette émission est arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.